Bonsoir à tous, vendredi 29 octobre, c'est l'heure de votre journal sur CTL TV. Tout de suite, les titres. Le premier conseil d'agglomération après le décès de Georges Frêche a lieu en ce moment même. Un hommage a été rendu en début de séance à l'ancien président de l'agglo, comme vous le voyez sur ces images. 304 ballons lâchés dans le ciel de Montpellier ce midi, autant de jours de détention pour Stéphane Taponnier et Hervé Guéquier. Aujourd'hui, cela fait 10 mois que nos deux confrères de France 3 sont retenus en otage en Afghanistan. Beaucoup de sport ce week-end, du tennis, du rugby et du foot. Le MHSC reçoit le PSG dimanche à 21 h à la Mosson. Nous étions à l'entraînement ce matin. Mais d'abord, cette alerte orange émise par Météo France, un bulletin de vigilance pour l'Hérault, le Gard et la Lozère jusqu'à samedi 16 h. Un épisode pluvio-orageux concernant les Cévennes, mais aussi la plaine de l'Hérault et du Gard avec de forts cumuls de précipitations pour des orages intenses et durables. Il était prévu et il a commencé à 18 h. C'est le premier conseil d'agglomération après la mort dimanche de Georges Frêche. En début de séance, 3 minutes de silence ont été respectées. Puis un film sur Georges Frêche a été projeté. Hélène Mandroux, vous voyez donc les élus qui se lèvent pour ces 3 minutes de silence. Hélène Mandroux est arrivée un peu plus tard pendant la projection. Puis le film a été suivi de très longs applaudissements. Et juste avant le début de la séance normale, du conseil d'agglo, une banderole a été déployée, une banderole de soutien que nous allons voir, une banderole de soutien à Jean-Pierre Moore, premier vice-président qui assure l'intérim. Pour le moment, Jean-Pierre Moore, futur candidat à la présidence, qui assure donc l'intérim pour le moment, mais qui est l'un des futurs candidats à la présidence de l'agglo, même si officiellement cette question n'est pas encore à l'ordre du jour. Tout le monde y pense et certains en parlent, comme Hélène Mandroux, le maire de Montpellier, l'autre première vice-présidence de l'agglo. Elle a déjà une idée assez précise sur la question de la succession de Georges Frêche. Je vous propose de l'écouter, c'était ce midi au micro d'Alexandre Grélier. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, en faisant, je veux dire, abstraction de ma personne, je considère que respecter Georges Frêche dans la continuité de ce qu'il a fait pour la ville, je pense que le respecter, c'est donc en dehors de ma personne, c'est la ville de Montpellier qui doit présider l'agglomération. Mais je veux dire, je fais abstraction de moi-même. Mais je considère que Georges Frêche n'aurait certainement jamais accepté que ce ne soit pas la ville de Montpellier, en tant que ville de Montpellier, qui ne soit pas présidente de cette agglomération. Depuis que j'ai été élu maire en mars 2008, j'ai jamais effectivement caché le fait que je considérais que l'agglomération était un territoire qui intéresse bien évidemment la ville de Montpellier, donc je n'ai pas changé d'avis. Je pense que M. Moore a assuré l'intérim, comme aujourd'hui Mme Colleré a assuré l'intérim de la région. Et Mme Colleré, pour autant, elle a assuré l'intérim et c'est M. Bourquin qui vient d'être élu président. Je pense que M. Moore va assurer l'intérim, ça c'est normal. Et puis voilà, je pense que les élus sont responsables et qu'ils vont réfléchir, mais je veux dire dans l'intérêt, non pas dans l'intérêt de leur propre personne, mais dans l'intérêt de l'ensemble du bassin de vie qui est autour de Montpellier. Et Jean-Pierre Moore n'a pas tardé à répondre à Hélène Mandroux. C'était juste avant le conseil d'agglo. C'est au micro d'Alexandre Grélier. On est à l'aune d'un conseil qui est chargé quand même de pas mal d'émotions. On va rendre un hommage donc au président. Ensuite, il y a une séance normale. J'ai effectivement vu que Mme Mandroux était candidate, sachant que je le serai moi également en tant que prolongement d'un poste de premier vice-président que j'occupe depuis 8 ans. Mais je pense que c'est une compétition, si tant est qu'on puisse parler de compétition, si elle va jusqu'au bout, qui ne posera pas non plus quand même de problème, ça se passera dans la sérénité. Puis il appartient à ma collègue Mme Mandroux, maire de Montpellier, de voir ce qu'elle a à faire, mais je crois que ça doit se passer dans la sérénité. En tout cas, ici, nous sommes sur le terrain de l'agglomération de Montpellier avec 31 communes où chacun doit se respecter. Et la priorité pour l'instant, c'est de rendre hommage à celui qui a incarné le développement de ce territoire, la vision de ce territoire, de cette ville, de l'agglo, de la région. Et c'est le plus important à l'heure où nous parlons. Voilà, et on va revoir le début donc de ce conseil d'agglo. Ça a démarré à 18 h, voilà, donc par 3 minutes de silence observé par les conseillers d'agglo qui étaient presque au complet. Hélène Mandroux est arrivée un tout petit peu plus tard.
3 minutes de silence qui ont été suivies par la projection d'un film sur Georges Frêche. Un film hommage. Quelques images, beaucoup de sons et puis des applaudissements, beaucoup d'émotions encore dans ce début de Conseil d'Agglo. Là on voit effectivement Hélène Mondroux, des conseillers d'Agglo émus et puis cette fameuse banderole « Restons fidèles à Jean-Pierre Moux ». On verra effectivement par la suite comment se gère la succession à l'Agglo de Montpellier. Cela fait 10 mois que Hervé Guéquier et Stéphane Taponnier, nos 2 confrères de France 3, sont retenus en otage en Afghanistan. Une nouvelle mobilisation a eu lieu ce midi sur la place de la Comédie, à l'appel notamment du monde économique pour ne pas oublier nos 2 confrères et demander une nouvelle fois leur libération. Reportage Alexandre Grélier. 304 ballons dans le ciel montpelliérain pour autant de jours de détention. 10 mois déjà que Stéphane Taponnier et Hervé Guéquier, 2 journalistes du service public, ne sont pas rentrés de leur reportage en Afghanistan. 10 mois d'attente et d'angoisse pour la famille. C'est extrêmement long pour la famille, mais en fait ça a été long déjà depuis le premier jour. Mais il se trouve que maintenant c'est vrai que 300 jours c'est fatigant, c'est usant moralement, c'est usant physiquement. On est vraiment fatigué, on aimerait bien que ça en finisse et que ça aboutisse enfin. Apparemment, leurs conditions sont extrêmement décentes, bien sûr. Ils ne sont pas emprisonnés, ils ne sont pas dans une petite cave froide et humide. Et apparemment, ils vivraient avec les habitants dans le village. Et tout irait pour le mieux possible pour eux. Compte tenu évidemment de la privation de liberté, bien entendu. Parmi les nombreux soutiens aujourd'hui sur la place de la Comédie, le club de la presse à la pointe de la mobilisation. Le monde économique n'est pas en reste, représenté par Rudy Iovino, le président de la Chambre de commerce de Montpellier. Hélène Mondroux aussi a tenu à renouveler son soutien. Montpellier, ça a été cette fois-ci, évidemment, c'est ensemble que nous ferons avancer les choses. Paris, Montpellier et toutes les autres villes. Mais cette fois-ci, c'est Montpellier qui a été le fer de lance de la solidarité. Ça a été la première ville qui a affiché sur le fronton de la mairie cette solidarité. C'est formidable, c'est formidable. Eh bien, soyons fiers que Montpellier ait été la première et réjouissons-nous aussi que partout en France et ailleurs dans le monde, cette solidarité essaime. Prochain rendez-vous le 12 novembre au Rockstore pour un grand concert de soutien aux otages. L'écrivain Alexandre Jardin était à Montpellier aujourd'hui. L'auteur de Fanfan était venu présenter la suite, Fanfan 2, un livre papier mais aussi numérique et interactif, puisque les internautes et autres adeptes du téléphone mobile vont pouvoir donner des idées à l'auteur et répondre à une question: comment le héros de Fanfan 2 doit-il s'y prendre pour faire rêver sa femme? Allez, on écoute Alexandre Jardin, c'était ce matin au micro de Jessica Péris. Toute cette expérience est surtout faite pour le téléphone. Parce que j'attendais aussi le vrai développement des smartphones. Parce que on ne les quitte pas. Donc la totalité de l'expérience Fanfan 2, pour l'instant ça marche sur Twitter, Facebook, mais c'est pas fondamentalement fait pour ça. C'est fait pour le téléphone. C'est fait pour qu'on puisse être dans une fiction dont on ne sortira jamais. L'idée, c'est de rester dans un roman. Et ça me permet d'assouvir un vieux fantasme, qui est de confondre la réalité et la fiction. Le pari, c'est aussi de sortir le livre de poche, le même jour, avec l'espoir que développer le monde d'un livre dans l'univers numérique renforcera la vie du livre en papier. Voilà, ça fait aussi partie de l'expérience, mais on ne connaît pas les réponses parce que c'est une expérience et qu'elle commence tout juste. Vous voulez danser, regarder un cours de danse ou simplement assister à une représentation? Rendez-vous donc à l'Agora, la Cité internationale de la danse. Depuis ce matin, le centre chorégraphique de Montpellier ouvre ses portes gratuitement au public et cela va durer jusqu'à demain soir. Jessica Péris s'est faufilée parmi les premiers spectateurs. Regardez. Pointe, pour commencer, pointe, donc de repousser, c'est pas juste faire demi-pointe et monter sur pointe. Elle danse avec des pointes, à l'image des petits rats d'opéra. Mais ici, nous sommes à l'Agora, la Cité internationale de la danse de Montpellier. Avec le sourire, du sérieux et de la justesse, ces jeunes danseuses font un cours de danse classique, tandis que d'autres restent comme de simples spectateurs.
C'est d'ailleurs tout l'objectif de ces portes ouvertes, de ce haut lieu de la danse qui fut en travaux pendant 2 ans. Ce lieu est quand même un lieu historiquement extrêmement chargé puisque ça a toujours été un lieu d'enfermement, puisque c'était d'abord les Ursulines et ensuite une prison de femmes. Bon, c'est vrai que notre rôle maintenant que c'est une cité internationale de la danse, c'est vraiment de l'ouvrir au public, de faire en sorte que les gens se l'approprient, donc qu'ils puissent venir, ne serait-ce que pour quand il fait beau. Là, ce cloître est absolument sublime parce que c'est au soleil, il fait chaud, donc on peut juste y venir pour lire un livre, avec son ordinateur parce qu'il est équipé en Wi-Fi, ou alors pour venir assister à des lectures démonstrations avec les artistes qui sont en résidence dans les studios. Mais l'Agora est avant tout un lieu dédié exclusivement à la danse. Dans tous les studios de cette cité, place à la création, aux répétitions et à la diffusion. Pour ce week-end exceptionnel, Mathilde Monnier, danseuse contemporaine bien connue des Montpelliérains, nous fait découvrir l'une de ses dernières pièces dans laquelle elle rend un hommage tout particulier au grand chorégraphe Merce Cunningham. C'est une pièce qui m'avait été commandée au moment d'une représentation qui était en son honneur au Théâtre de la Ville. Voilà, alors on voit sur scène, l'idée c'était qu'on voit sur scène un Merce Cunningham enfant et un Merce Cunningham vieux. Et que c'était important qu'on retrouve cet hommage au sein des portes ouvertes. Et en plus, Cunningham a été sans doute un des chorégraphes fétiches des nombreux festivals de Montpellier de danse. Donc il semble qu'il y avait une place vraiment importante à la fois pour le public et pour le festival, pour l'Agora. Tous à la barre n'est pas le seul atelier du week-end. Les portes ouvertes de l'Agora, c'est aussi de la danse africaine, du yoga, des conférences et même des expositions. Le mieux, c'est encore d'y aller, d'écouter, d'observer et d'apprécier. Voilà, jusqu'à demain, et demain c'est jusqu'à demain minuit, c'est une grande journée demain à l'Agora de la danse. Ils sont 2 jeunes chanteurs et ils ont été sélectionnés pour participer à un nouveau télécrochet qui démarre ce samedi sur TF1. Et la particularité de ces 2 garçons, c'est qu'ils sont gardois et qu'ils vivent dans le même village qu'Alvisson. Olivier Michel les a rencontrés pour Télémiroir et CTL-TV. Bonjour, je m'appelle Geoffrey, j'ai 15 ans et je veux être chanteur. Bonjour, je m'appelle Vincent, j'ai 12 ans et je veux être chanteur. Que de jeunes gardois aient pour ambition de devenir chanteurs, jusque-là, rien d'anormal. Qu'ils habitent tous 2 à Calvisson, passe encore. Mais qu'ils soient sélectionnés pour une même émission présentée par Liane Folly en prime time sur TF1, là, c'est plus que rarissime. À croire qu'à Calvisson, on est avec un don. Vincent, c'est un peu son grand-père qui l'a entendu chanter plusieurs fois, qui m'a fait la réflexion, qui m'a dit tu as entendu ton gamin comme il chante bien? Je dis oui, j'ai entendu un petit peu, ouais, c'est vrai qu'il a... Et puis un jour, on a tenté le coup sur un karaoké, et puis la première fois qu'il était au karaoké, ça a été vraiment... les gens se sont mis debout dès qu'il a chanté, quoi. Je rêve sans fausse note, sans rature, je rêve de la dévesture. Il a osé à 6 ans commencer à chanter une chanson dans un karaoké. Moi, j'étais pas trop chaud parce que je me suis dit, tu connais pas les paroles, mais il m'a dit, je la connais par cœur, tu vas voir, ça va le faire. Et il a chanté une première chanson en karaoké, la musique. C'était la première année où il y a la Star Academy. Et il nous a scotché. Et quand j'ai entendu sa voix, je me suis dit, il a un potentiel, donc je vais le mettre au chant. Et je l'ai mis à chanter dans une chorale. Puis après, 4 ou 5 ans après, j'ai créé moi mon association, Micropassion, pour le mettre sur scène. Un talent qui leur aura permis de passer les sélections régionales puis nationales. J'ai chanté à Montélimar. Je me suis qualifiée pour aller en finale à Paris. Et après, je me suis encore qualifiée pour passer à la télé. À Paris, sur 52 jeunes, 25 ont été sélectionnés. Mais pas de quoi impressionner Geoffrey, qui a déjà sorti un CD et même chanté en 2009 l'hymne à l'amour dans l'émission d'M6 Incroyable Talent, d'où son professionnalisme. Ce week-end, on va monter à Paris pour faire une prise de tonalité et des photos. Et pour enregistrer la bande-annonce. Adaptation française d'un programme italien, l'émission sera diffusée en direct sur TF1 le 30 octobre prochain et s'appellera « Je te laisse une chanson ». Sport,
ce samedi à 14h30, c'est la 11e journée de Top 14. Le MHR, leader du championnat, s'est préparé cette semaine à un déplacement difficile. Les rugbyman montpelliérains vont à Bayonne et ça ne va pas être simple. On leur souhaite bon courage. Et puis il y a du foot, un choc, on peut le dire. Montpellier PSG, dimanche à la Mosson, à partir de 21h. Maxence Kérebel était à l'entraînement ce matin. Regardez. Plutôt serein, les Payadins, après leur succès contre Rennes avec la qualification en quart de finale en Coupe de la Ligue, le MHSC s'est rassuré après un début de championnat tumultueux. Mais pour aller plus loin, les hommes de René Girard doivent faire un résultat contre Paris, d'autant plus qu'au classement, le PSG talonne le MHSC à seulement 2 points. Les comparaisons s'arrêtent au niveau des points. Points après budgétairement, les joueurs, tout ça, c'est pas le même monde. Moi, je n'irai pas jusqu'à, comme les supporters, dire que Paris c'est magique, mais je veux dire, il y a quand même une différence. Donc, mais bon, peu importe, on rentre pas dans ce détail-là. On va faire un match pour le gagner. Car le PSG aussi va mieux. Après une défaite contre Auxerre le week-end dernier, la bande à Camboiré a réalisé un gros match en éliminant Lyon mercredi dernier en Coupe de la Ligue. Ouais, j'ai vu le match, mais c'est vrai qu'ils ont fait quand même tourner aussi. Donc il y a des joueurs qui vont jouer, qui vont être frais, donc ils ne seront pas fatigués. Mais ouais, ils ont fait une grosse perf là-bas, donc c'est une belle équipe. Hein. Je crois que le coach Antoine Camboiré a vraiment réussi à imposer sa griffe et à prôner la solidarité et l'état d'esprit. Je crois que c'est ça qu'il voulait avant tout. C'est donc un véritable test dimanche soir pour le MHSC, même si depuis leur déplacement à Rennes, les Montpelliérains savent qu'ils peuvent rivaliser avec les grosses écuries. Sport toujours avec l'Open de tennis Sud de France qui continue à l'Arena jusqu'à dimanche. La grosse affiche de cette journée, c'est le quart de finale entre 2 Français, Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon. Un match qui devait commencer normalement à 19h mais qui a pris un peu de retard. Le vainqueur de ce match rencontrera Gaël Monfils, qualifié cet après-midi pour les demi-finales. Il a battu l'Américain John Isner en 3-7, 3-6, 6-4, 6-4. Un peu plus tôt sur ces images, c'est le Russe Nikolai Davydenko qui a été battu par l'Espagnol Albert Montañez. 3-6, 7-6, 7-6. On écoute l'Espagnol Albert Montañez qui reste modeste malgré sa qualification en demi-finale. C'était tout à l'heure au micro de Maxence Kérebel. Je prends les matchs les uns après les autres. J'essaie d'apprendre à jouer sur cette surface. À aucun moment je me vois en train de soulever la coupe. Je suis en demi-finale, c'est vrai, mais j'y vais petit à petit. Et puis je vous rappelle une information que je vous donnais en début de ce journal, cette alerte météo, ce bulletin de vigilance émis par Météo France sur l'Hérault, le Gard et la Lozère, un bulletin qui court jusqu'à demain samedi 16h, une alerte à la pluie, aux orages et au risque d'inondation. Et puis n'oubliez pas de régler vos montres, ce week-end nous passons à l'heure d'hiver. Dans la nuit de samedi à dimanche, nous reculerons d'1 heure à 3 heures. Dimanche matin, il sera 2 heures. Nous dormirons 1 heure de plus. C'est bien. C'est la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'actualité en direct sur cette LTV, c'est le Flash, mardi à 12h30. Le lundi 1er novembre étant férié. Très bon long week-end à tous.